vu ça hier, vu que le noyau, c'était rechercher tous les éléments qui étaient envoyés sur 0. Et en fait, quand on dit rechercher les éléments qui sont envoyés sur 0, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, c'était la résolution d'un système qu'on faisait. Donc, dans les deux exemples qui étaient là, on a vu qu'effectivement, les vecteurs U, ils s'écrivent avec leurs coordonnées x1, x2, xp. Et quand on écrit f de U égale 0, on écrit AX égale A représentant la matrice. Donc finalement, on est en train d'écrire un système. On a vu que sur les deux exemples, on retrouve un système pas très compliqué. Quand on écrit le système, quand on fait la résolution du système, le noyau, c'est les solutions. Et donc, une fois de plus, on retombe sur ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. On a un ensemble qui est défini par un système, c'est donc bien un vecte. On finit par l'écrire sous la forme d'un vecte. Et on a bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Donc ça, c'est lié à la technique de calcul. On voit que quand on va déterminer le noyau, on va résoudre un système. L'ensemble des solutions, c'est-à-dire mon noyau, on va l'écrire sous la forme vers quelque chose, et donc on aura bien un sous-espace vectoriel, et on aura carrément une base en fait. Dès qu'on peut trouver, on aura une base. L'injectivité, donc ça c'est ce qu'on a vu hier, c'était une application injective, ça veut dire que dans le noyau il n'y a que 0. Donc ça on pourra l'utiliser quand on aura trouvé le noyau. Je vais vous donner des petits exercices là, tout à l'heure. On calculera le noyau, puis on vous dira est-ce que l'application est injective ou pas. C'est pas compliqué, on regarde. Si c'est 0, oui. Si c'est pas 0, non. Donc c'est pas méchant, il suffit d'appliquer la propriété qui est ici. Parce qu'on l'a démontré hier. Donc, on remarque aussi que pour qu'elle soit injective, notre application, on est obligé d'avoir plus d'équations que d'inconnus. Ça, c'est pour avoir une unique solution. Ce petit truc sur les compositions, c'était un petit peu délicat. Je vous ai dit, c'est abstrait. Et la démonstration, il faut savoir la refaire plutôt que de la connaître que de connaître le résultat par cœur. Alors maintenant, on a vu hier donc, cette notion de noyau. On va compléter, donc c'est une notion vraiment complémentaire, la notion d'image. La notion d'image, c'est toujours pour une application linéaire. On va regarder toutes les images en fait. Et on va appeler imf, l'image de f. C'est l'ensemble de toutes les images de tous les vecteurs U. Donc, on prend tous les éléments de l'ensemble de départ, on calcule toutes leurs images. Alors, parfois, il y a des images qui se recoupent, qui se recoupent. Des fois, il y a plusieurs fois la même image. Donc, on prend toutes les images, en tout cas, on en fait un paquet, et le résultat qu'on obtient, on l'appelle image de F. Donc, image de l'application. Donc, c'est pas image d'un seul vecteur, hein, c'est, quand je dis image de l'application, c'est toutes les images de tous les vecteurs. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. C'est tous les f de u en prenant tous les u de e. Alors, une propriété, je ne l'ai pas encadrée, j'aurais dû, parce que franchement, c'était vraiment important. On va le voir dans la pratique, dans les exemples. C'est qu'on prend donc une base de l'ensemble de départ, de l'ensemble de... Eh bien, quand on va calculer toutes les images de tous les vecteurs, on va voir que ça s'écrit sous la forme vecte de f de E1, f de EP. Donc ça revient à prendre les images de la base, les images des vecteurs de base, et puis on regarde le vecte, donc le sous-espace vectoriel engendré par ces images. Alors, on constate qu'on est dans grand F. Hein. F, c'est un sous-ensemble de grand F, forcément, de l'ensemble d'arrivée. Eh bien, c'est non seulement un sous-ensemble, mais vu que c'est un vecte, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, cette propriété-là, c'est du 2 en 1. On a une expression de l'image en utilisant les vecteurs de base. Et en plus, ça nous permet de conclure que l'image est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée. Donc, par rapport au noyau, vous voyez une forme de, c'est pas du tout de l'analogie, mais il y a une sorte d'équilibre, une sorte de symétrie. Le noyau, c'était un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. L'image, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée. Alors, on va juste vérifier cette propriété-là, que l'image, elle s'écrit sous d'un vecte. C'est pas très long, il faut bien avoir compris toutes les notions qu'on manipule.
Donc c'est très long, mais c'est pas facile. Petit rappel, mais c'est toujours la notion de base et de décomposition et donc de coordonnées. Si je prends n'importe quel vecteur dans E, il se décompose dans la base E1, EP. J'ai pris B, une base. C'est pas forcément la base canonique, hein, je l'ai appelé E1, EP. C'est pas forcément la base canonique, ça peut être une base quelconque. Le plus loin, c'est la base canonique. Donc je prends une base, je décompose n'importe quel vecteur de E sous la forme x1, E1 plus xp, EP. Donc quand on écrit ça, ça veut dire que les x ici, les xi, ce sont les coordonnées du vecteur dans la base B. Bon, et ils sont uniques, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que maintenant, quand je veux exprimer l'image, quand je veux déterminer l'image de f, on a dit qu'il fallait prendre toutes les images de tous les vecteurs U. Donc, tous les vecteurs U, j'écris chaque vecteur avec sa décomposition sous la forme x1, E1 plus xp. Donc, j'écris ici chaque vecteur avec sa décomposition. Et si je veux prendre tous les vecteurs de E, tous les vecteurs U, ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse à toutes les combinaisons linéaires possibles. Donc, il faut que je prenne tous les xi possibles. À partir de cette expression, qui est un peu plus lourde que celle-ci, évidemment, à partir de cette expression-là, je vais développer l'exemple de l'application f et les linéaires. Donc, f de la somme, c'est la somme des f de u, en sortant les xi aussi. Donc, on va avoir x1 f de 1, plus, etc., plus xp f de 2. Les xi prenant toutes les valeurs possibles. On prend tous les xi possibles. Quand je lis ça, ça me rappelle un truc dans le cours espace vectoriel. Je suis en train de prendre en fait toutes les combinaisons linéaires des vecteurs, attention, des vecteurs f de E1, f de EP. Et quand on prend toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs, l'ensemble qu'on récupère, c'est bien le vecteur. Ça, c'est la définition d'un vecteur. Hein. Toutes les combinaisons linéaires possibles. Donc, IMF, c'est bien le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs images, f de E1, f de EP. Donc ici, on a deux informations. D'abord, c'est un sous-espace vectoriel de Kn, de l'ensemble d'arrivées. Et puis, on connaît une famille génératrice, c'est les images des vecteurs de base, qui vont engendrer cet ensemble IMF qu'on recherche. Bien, une petite caractérisation. Si je fonctionne par symétrie avec tout ce qu'on a dit pour le noyau, on peut caractériser les éléments de l'image, donc dire qu'un vecteur, je l'appelle V par habitude, U c'est plutôt pour les éléments de l'ensemble de départ, et puis V, ça va être les éléments de l'ensemble d'arrivée dans cette situation-là. Donc, dire qu'un vecteur V, il est dans l'image, ça veut dire, alors si je regarde la définition qui est encore au-dessus, V est dans l'image, ça veut dire que V s'écrit sous la forme F de quelque chose. C'est écrit là. Il s'écrit F de U, U étant un élément de E. Pour l'écrire joliment mathématiquement, on ne dit pas il s'écrit sous la forme F de quelque chose, on dit il existe un vecteur U de E tel que V s'écrive sous la forme F de U, V soit l'image de U. Donc dire qu'un vecteur est dans l'image, c'est qu'il s'écrit comme l'image de quelque chose. Et il y a des vecteurs qui sont dans grand F, qui sont images de rien. Bon, voilà, c'est tout, ils n'ont pas d'antécédent. En fait, il y a on va le voir juste après, hein, il y a un truc avec avoir un antécédent ou pas. Donc, un élément de l'image, c'est un élément qui a un antécédent. Et une autre façon de l'exprimer, c'est l'exprimer en fonction de la famille génératrice qu'on a trouvée là. Comme c'est vect f de 1, f de p, donc un élément de l'image, elle va s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs f de 1, f de 2. Alors, il n'y a pas forcément d'unicité, hein, la décomposition. C'est une famille génératrice, mais elle n'est pas forcément libre. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc ça, c'est la notion d'image. Allez, deux exemples. Alors, en fait, sur les exemples, on va voir que la définition avec la notion d'antécédent, on la voit plus trop quand on cherche l'image sous la forme, pour des exemples. Donc, premier exemple, une application de R2 dans R3. En fait, c'est celle qu'on a vue hier quand on a cherché les noyaux. Et cette fois-ci, on va chercher son image. Dans les exemples. Diapo.
Voilà. Alors, voilà mon application F et je cherche son image, c'est-à-dire dans l'ensemble d'arrivées, ce que je vais trouver dans l'ensemble d'arrivées quand je prends tous les éléments de R2 et que je calcule toutes leurs images. Et bien, c'est pas forcément R3 tout entier. On va voir quel objet on récupère. Alors, pour ça, j'utilise le fait que l'image, c'est vect de F de E1, F de EP en prenant une base de l'ensemble de départ. Pour faire simple, je vais prendre, dans l'ensemble de départ, c'est R2, je vais prendre la base canonique. C'est le plus simple. Et pour déterminer les images des vecteurs de base, je vais les trouver dans la matrice. Donc, il faut que je construise la matrice de l'application F. Pour construire la matrice, je sais que mon application, elle va de R2 dans R3. Donc, on va avoir 2 colonnes et on va récupérer 3 lignes puisque nos résultats auront 3 composantes. Effectivement, 1, 2, 3 composantes. Pour remplir ma matrice, quand mon application est donnée sous forme analytique, et je regarde, ici, je sais qu'il faut que je fasse le produit par XY pour retrouver ça. Donc, les nombres, je vais remplir en ligne les nombres que je dois mettre ici. Ça doit être 3 pour avoir 3x et moins 2 pour avoir moins 2y. De la même façon, sur la ligne du dessous, pour avoir x plus y, je vais mettre un 1 et un 1, puisque je dois faire une multiplication et récupérer x plus y. Et pour avoir 3y ici, je dois mettre un 0 pour le x et un 3 pour le y, puisque je l'obtiens par multiplication. Donc ça, c'est vraiment essentiel. J'espère que le passage de là à là, c'est bien compris pour tout le monde. J'obtiens en bouchant les trous, c'est ce qu'on a vu encore hier. En bouchant les trous du fait que dans le produit matriciel, je dois récupérer tout ça, mais en colonne. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il faut que ce passage-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je le remette au tableau, par exemple? Ou est-ce que c'est... Personne se manifeste, je dis ça doit être OK. On était là. Et c'est vraiment important d'arriver à partir d'une expression de F, construire la matrice, et réciproquement, si vous avez la matrice, trouver l'expression de F. Ça, c'est la base. Et c'est le cas de le dire, puisqu'on est dans une base. Donc maintenant, je voulais trouver l'image. Donc, je suis toujours sur l'idée que je veux trouver F de E1, F de E2, les images des vecteurs de base. Et les images des vecteurs de base, ben, je les lis tout simplement verticalement dans ma matrice maintenant. Alors, en fonction de quoi? En fonction des epsilon qui vont représenter, eux, la base canonique de l'ensemble d'arrivées. Puisque le calcul ici, c'est dans les bases canoniques. Bien, la base canonique de l'ensemble d'arrivées, ça c'est moins important. Ça signifie tout simplement que IMF, donc c'est vect de F de E1 et F de E2. Les vecteurs qui correspondent, si je les écris proprement en ligne, c'est le vecteur 3, 1, 0 et le vecteur moins 2, 1, 3. On avait des coordonnées dans la base canonique, et ça veut dire que c'est la même chose que le vecteur. Donc, l'image est engendrée par ces deux vecteurs-là. Je vais les appeler A et B, même si c'est F de 1 et F de 2, juste parce que c'est moins lourd à écrire. Cette famille AB, c'est donc une famille génératrice de l'image. Je pourrais m'arrêter là. Je peux carrément dire qu'elle est libre parce que mes deux vecteurs ne sont pas collinaires. Deux vecteurs non collinaires, ça me fait forcément une base, une famille libre. Donc, c'est une base de l'image. On peut donc ainsi trouver une de l'image, puisque l'image est un sous-espace vectoriel de R3. Si on regarde, comme on est dans R3, R3 c'est un ensemble facile à manipuler. Ici, on peut constater que l'image, c'est un plan, tout simplement, puisque c'est un sous-ensemble de R3 qui est porté par deux vecteurs. Donc, quand on a l'image d'une application linéaire, c'est pas tout l'ensemble, c'est vraiment les éléments de l'ensemble d'arrivée qui ont un antécédent. Donc, on va pouvoir, comme ça, dans ce plan-là, par exemple, tous les éléments de ce plan ont un antécédent. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, ensuite, deuxième exemple, je vous donne une application, cette fois-ci de R3 dans R2. Je ferme. Alors,
Exemple 2. On va de R3 dans R2. Donc, quand on cherche l'image, c'est le sous-ensemble de R2 qui est engendré par F de E1, F de E2, F de E3. Dans R3, on a 3 vecteurs de base. Donc, j'appelle E1, E2, E3 la base canonique de R3 et je vais représenter la matrice de R dans les bases canoniques. Et ensuite, forcément, ça veut dire que verticalement, je vais retrouver les images de mes 3 vecteurs de base. Ça, c'est la définition de la matrice d'une application linéaire. Pour remplir, pour boucher les trous, je regarde ce que je dois obtenir ici, première composante, deuxième composante, et ça, je sais que je l'obtiens en faisant un produit matriciel, en multipliant par la matrice par la colonne x. Donc, pour avoir x, 2y et z, il faut que je mette 1, 2 et 1. Pour avoir x plus y moins 3z, je vais mettre 1, 1 et moins 3. Et voilà. Et ça représente la matrice dans les bases canoniques. Puisque j'ai pris l'écriture du vecteur. Donc, quand on prend l'écriture du vecteur comme coordonnée, c'est la base canonique. Donc, verticalement, c'est les f de E1, E2, E3. Et puis, là, c'est en fonction de epsilon 1, epsilon 2, mais c'est super important de leur donner des noms. Ce qu'on peut dire, c'est que l'image, c'est vecteur de f de 1, f de 2, f de 2. Alors, on pourrait s'arrêter là. Il y a toujours un petit malin, j'allais dire en colle, et la notion de colle a disparu, mais je demande de donner l'image, puis il y a toujours quelqu'un qui me dit, l'image, c'est pas compliqué, c'est f de 2, et qui s'arrête là. Alors, oui, évidemment, c'est vrai, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. Alors, pourquoi? Parce que ça veut dire que là, on peut trouver une famille génératrice de l'image. On aime bien plus de précision et en fait, aller carrément trouver une base de l'image. Alors, je les ai renommés ABC, mes vecteurs là, ABC, je les ai réécrits ici, donc j'ai réécrit la matrice finalement. Alors, pourquoi est-ce que ces 3 vecteurs-là, ce serait pas une base? C'est vrai, je vous dis oui, mais j'aimerais bien une base. Peut-être que c'en est une. Et ça peut pas en être une. On avait joué à ça, on avait fait des petits jeux là, directement dans le chat de Discord, en disant, si j'ai 3 vecteurs, est-ce que ça peut être une famille libre? Est-ce que ça peut être une base? On est où? R2 à l'arrivée. Les vecteurs ici sont dans R2. Est-ce que 3 vecteurs, ça peut être une base, enfin une famille libre dans R2? Non, ça peut pas. Ils sont trop nombreux. Ils n'ont pas assez de place pour être libres. Ils sont trop serrés. Donc, j'ai une famille génératrice, mais je sais qu'elle n'est pas libre. Alors, quand on les regarde comme ça, c'est pas facile de trouver une famille libre. Là, on se dit, tiens, échelonnons. Il en restera toujours quelque chose. Donc, pour échelonner, je vais échelonner mes colonnes, mes vecteurs. Je vais prendre comme pivot le 1 qui est là, peut-être un 0 ici et un 0 là. Pour ça, le vecteur A, je ne le change pas. Le vecteur B, je vais le remplacer B moins 2A pour mettre un 0 ici. Et le vecteur C, je vais le remplacer par C moins A pour mettre un 0 là. Avec, j'obtiens ce résultat, si je ne me suis pas trompée. Quand je fais ça, l'avantage, c'est que le vecteur que j'avais de mes 3 vecteurs ABC, c'est le même que le vecteur des vecteurs A1, B1, C1. C'est le même parce que les opérations qu'on fait ici, ce sont des opérations qui ne modifient pas le vecteur. Et ça, c'est dans le chapitre espace vectoriel. Donc, je vous avais dit, les 2 chapitres sont très, très liés. Donc, tout faire d'application linéaire, vous vous rendez compte si on a vectoriel avant. Et il faut bien maîtriser le chapitre précédent. Alors, arrivé là, je pourrais me rendre compte que C1 et B1, ils multiplient l'un de l'autre, puis dire, allez, j'enlève C1. Et je vais aller un petit loin, je vais finir vraiment l'échelonnement. C'est pour amorcer ce qu'on va faire dans le part suivant. Alors, j'y vais, je continue l'échelonnement. Donc, pour continuer l'échelonnement, c'est celui-ci qui va me servir de pivot, va me marquer en rouge. Et puis, donc, je garde A1 et B1, donc A2, je l'appelle A2 C1, B2 c'est B1, et C2, donc le vecteur C, je vais le modifier. Je vais le modifier en prenant C1 plus 4B1, je me suis trompée, il faut faire moins 4. C'est un moins ici, sinon ça marche pas. Bref, il faut que ça fasse 0. Sauf que c'est un moins ici. Bien, il faut que ça fasse 0. Arrivé là, j'ai fini mon échelonnement.
Et je constate donc que IMF, c'est le vecteur de ces trois vecteurs-là, toujours, puisque j'ai fait que des modifications sur les vecteurs qui ne changent pas le vecteur. Et comme C2, c'est le vecteur nul, il sert à rien, je l'enlève. Il n'engendre rien de ce vecteur. Et les deux vecteurs qui me restent ici, je les ai entourés en rouge. Je constate que c'est une famille échelonnée. Enfin, je constate, j'ai tout fait pour. Hein. Et donc, je peux dire que cette famille est génératrice, puisque c'est avec, et elle est libre parce qu'elle est échelonnée. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, je me suis arrêtée là, en fait. Ah non, j'ai dit que c'était une base. J'ai une base de l'image, c'est bien. Et là, on pourrait se dire en plus, on pourrait remarquer un truc, j'avais plus de place, donc je l'ai pas noté. C'est qu'en fait, ça me dit l'image est de dimension 2. Et comme on est dans R2, un sous-espace de R2 dimension 2, c'est R2 de tout. Donc ici, on peut constater que IMF, c'est tout l'ensemble d'arrivées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble d'arrivées, tous les vecteurs de l'ensemble d'arrivées ont un antécédent. Et ça s'appelle une application surjective. Et donc, on va continuer là-dessus tout à l'heure. Alors, si je ferme ça. Un troisième exemple. Alors, ici, on vous propose une application linéaire, mais qui est définie directement par ça. Et on demande de déterminer par famille, mais on va chercher l'image à nouveau. Donc, troisième exemple. Alors, j'ai pas donné avec le f de x, y. C'est vraiment lourd, en fait. Parce que d'abord, on part de R4, donc c'est x, y, z, t. Et à l'arrivée, on a trois composantes. Donc, ça fait des écritures qui sont lourdes. C'est pour ça que les matrices, c'est pratique. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre plein de lettres dedans. Donc, je considère l'application F canoniquement associée à. Je vais chercher l'image F. Hein. Je ne vais pas avec une autre base. Alors, canoniquement associé à A, ça veut dire que verticalement ici, je lis F21, F22, F23 et F24, qui représentent la base canonique de l'ensemble de départ, de R4, et la décomposition que j'obtiens, elle se fait en fonction de la base canonique de l'ensemble d'arrivée R3, donc trois vecteurs. Et ça, c'est ce qui permet d'exprimer que F est canoniquement associé à A. Canoniquement associé, ça veut dire que c'est A, c'est la matrice de base canonique. Alors, notre objectif, ne perdons pas de vue notre objectif, c'est déterminer l'image de F, sachant que l'image de F, ça va donc être le sous-espace engendré par les images de vecteurs de base. Mais c'est un sous-espace de R3. Donc, visiblement, j'ai 4 vecteurs, j'en ai au moins un de trop pour définir l'image. Cette famille ne peut pas être libre, clairement. Les 4 vecteurs ici ne peuvent pas former une famille libre de R3. Ils sont trop nombreux pour être libres. Alors, je les ai appelés ABCD pour alléger un peu l'expression. Je les ai recopiés en colonne. Donc, j'ai recopié la matrice A. Et je vais essayer d'échelonner, à partir de cette famille, d'obtenir une famille échelonnée pour qu'elle soit libre. Et tout en restant génératrice. Comme ça, j'aurai une famille à la fois libre et génératrice, j'aurai une base de l'image. Donc, pour échelonner, je prends le pivot qui est là, fort sympathique, et à la place de ces valeurs-là, il faut que je mette des zéros. Donc, à la place de B, je vais prendre B plus A, pour mettre un 0. À la place de C, C moins 2A, et à la place de D, D moins A. Vous voyez que les opérations, je les fais toutes à partir du vecteur A, qui contient le pivot. Parce que si je fais des petites manips entre B et C, entre B et D, puis si je vais finir par m'embrouiller et perdre des vecteurs. Donc on bloque un vecteur et toutes les opérations qu'on fait, on les fait bien par rapport à ce vecteur. Sinon, la propriété qu'on avait donnée sur les vecteurs en disant les opérations élémentaires ne modifient pas le vecteur, si je fais plusieurs opérations élémentaires en même temps, là je risque de perdre de l'information. Alors ici, je fais plusieurs opérations élémentaires en même temps, mais en fait, c'est comme si on les faisait successivement. D'abord B, puis C, puis D. Elles se mélangent pas entre elles, donc ça va. J'obtiens ça. Bon, vous vérifiez le calcul, ou vous me faites confiance, c'est beaucoup plus dangereux, mais bon, on obtient un truc, quoi. B moins A, C moins A,
C-2A et D-1. Ça doit faire à peu près ça. Arrivé là, je vais continuer à échelonner. Je vais continuer à échelonner en m'appuyant sur le vecteur B, en prenant le pivot qui est ici et en essayant de mettre des zéros juste à côté à droite. Pour faire ça, A et B, je les bloque, donc je ne modifie pas. Le vecteur C, je le modifie par rapport à B, et le vecteur D, je le modifie par rapport à B. Comme ça, en fait, les deux opérations qui sont, elles sont successives, elles sont pas simultanées, même si je les écris simultanément, ce qui fait qu'on ne modifie pas le vecteur. C'est vraiment très très important, puisqu'il faut qu'on garde toujours l'image, c'est ce qui nous intéresse, l'image, la forme vecteur quelque chose. Alors, les résultats que j'obtiens, donc A et B sont partagés, C, j'ai un 0 qui apparaît là et un -1, et pour D, j'ai ajouté, donc j'ai un 0 et un 2. Là, j'ai presque fini, je vais continuer à échanger pour le plaisir, en utilisant le pivot qui est ici et en mettant un 0 là. Donc, il suffit de prendre D2 plus 2C2. C'est ce qui est écrit là, mais il y a eu des erreurs et après, c'est pas très bien passé. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je les appelle A3, B3. Bon, j'ai pas changé, j'aurais pu garder A2, B2, C2 et D3, mais bon, c'était pas très joli. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et la famille qui apparaît ici, vu que j'ai fait que des opérations qui ne changent pas le vecteur, eh bien, je peux dire que IF, c'est vecteur des 4 vecteurs qui sont là. Mais bon, comme il y avait le vecteur nul dedans, il sert à rien de trouver. Donc, finalement, l'image, c'est le vecteur des 3 vecteurs qui sont ici. Et cette famille est donc génératrice, et elle est libre parce qu'elle est échelonnée. J'ai tout fait pour. Là, il y a écrit car échelonné. J'avais pas trop de place, donc c'est pour ça que c'est pas. Donc, on a une base de l'image. J'ai 3 vecteurs ici qui forment une base de l'image. On est content, c'est vraiment très satisfaisant. Quand on arrive à définir un sous-espace vectoriel, ici de R3, le terme en bas C1 ne devrait pas plutôt être -1 que... alors, je relis parce que le C en bas, ça ne devrait pas être -1 plutôt que 0. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Ici, là. Bah oui, t'as raison. T'as raison. Donc c'est tout faux en fait. Mais c'est pas grave. Non. Pour changer je referai les calculs parce que effectivement, on a dit C1 moins 2A. Donc j'ai fait comme si j'avais fait C1 moins A. Donc il me faut un -1 ici. Et si j'ai un -1 ici, est-ce que ça change après? Oui, forcément. Parce qu'après, j'ai ajouté, donc ça modifie là aussi. Bon, à la fin, de toute façon, on arrive à avoir ici, je sais plus quelle valeur. C'est pas très grave, on a quelque chose, je vous la corrigerai. Et puis, ici, une bande de 0. Mais sur le principe, c'est donc on récupère une famille libre et génératrice, donc une base de l'image. Et mon idée, c'est d'arriver à dire que la dimension de l'image, c'est 3. Et ça marche même si je me suis fait tromper là. Donc je vais rectifier, mais ça marche quand même. Donc comme la dimension de l'image, c'est 3, on peut dire, et qu'on est dans R3, un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 3, c'est R3 tout entier. Donc l'image, c'est R3 ici. Même si, effectivement, j'ai des petites erreurs sur mes vecteurs, que je rectifierai premier jour. Bien, donc, voilà pour cette idée. Voilà comment on va trouver l'image. Quand on dit déterminer l'image, en fait, ce qu'on demande, c'est une base du vecteur. Donc, on obtient, donc c'est déterminer une base de l'image. Donc, on part de vecteur f de E1, f de EP. Donc, on a une famille génératrice et on se débrouille pour l'échelonner. Et une fois qu'elle est échelonnée, on a une base de l'image. Alors, un cas particulier un peu spécial, c'est en fait, ça peut arriver que l'image ce soit carrément 0. Donc là, il y aura pas de base. Et quand est-ce que l'image, c'est 0? Ça veut dire que toutes les images possibles, ben, c'est tout le temps 0. Ça veut dire que mon application F, elle est nulle. Donc on a un cas particulier quand même sur
les applications nulles, à ce moment-là, dans l'image, il n'y a que le vecteur nul. C'est pas rien. C'est pas que c'est vide, c'est réduit au vecteur nul. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, la notion de surjectivité, ça doit vous l'appliquer. Je vous rappelle ce que c'est une application surjective. Ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivées admet au moins un antécédent. Ce qui s'écrit mathématiquement comme ça, de façon formalisée. Pour tout V de F, il existe un U tel que V égale F2. Et une autre façon de l'exprimer, ça veut dire que si je prends toutes les images possibles des éléments de E, ça recouvre complètement l'ensemble d'arrivées. Alors que, de façon générale, c'est contenu. Mais quand l'application est surjective, ça veut dire que non seulement F de E est contenu dans grand F, mais c'est carrément égal. Ça recouvre tout. Alors, pour les applications linéaires, dans le cadre qui nous intéresse là aujourd'hui, pour les applications linéaires, une application est surjective, ça c'est le F de E, c'est IMF en fait. Toutes les images de tous les éléments de E, ça veut dire que IMF, c'est l'ensemble d'arrivées, grand F ou Kn, tout entier. Donc, surjective, ça veut dire que IMF, qui était vect F de E1, F de EP, c'est Kn tout entier. Donc, dire que vect F de E1, F de EP égale Kn, ça veut dire que la famille est génératrice F de Kn, que c'est la même chose. Donc, je l'ai remis ici. Dire que l'image, c'est grand F, ça veut dire que le vect F de E1, F de EP, c'est grand F. Et ça se lit de deux façons possibles. Soit je dis que F est le sous-espace vectoriel engendré par la famille, soit je dis que la famille engendre F, c'est-à-dire la famille, est génératrice de F. Donc je l'ai remis là en français dans ce sens-là. En fait, c'est juste lire la phrase dans un sens ou dans l'autre. Une petite remarque. Si j'ai une application qui est surjective par rapport à la taille de mes espaces, si mon application est surjective, ça veut dire que F de E1, F de EP est une famille génératrice de Kn. Et on a dit, donc là je reviens aux propriétés à nos espaces vectoriels, que pour avoir une famille génératrice, donc j'ai plus de vecteurs, au moins autant de vecteurs que la dimension. Je vous rappelle que dans R3, si je veux avoir une famille génératrice, il faut qu'elle ait au moins 3 vecteurs. Donc là, je prends une famille génératrice de Kn, ça veut dire qu'elle a au moins n vecteurs. Ça veut dire que P, le nombre de vecteurs, est supérieur ou égal à n. Donc ça, on le garde sous le coude pour lundi, parce qu'on va réutiliser ces propriétés-là plus tard. Composition et image. Alors, quand on compose, on a des inclusions entre les images. Je ne vous demande pas forcément de retenir cette relation-là, mais si on vous dit montrer que un jour en devoir, il faut savoir le refaire. Donc normalement, je vais préparer une diapo pour ça. Je vais la retrouver. La voici. Donc, on part. On a deux applications. L'application G qui va de G dans E, l'application F qui va de E dans F. Et quand je compose, je vais directement de grand G dans F. Je cherche l'image de F rond G et je vais montrer que c'est contenu dans l'image de F. Alors déjà, où sommes-nous? On est dans l'ensemble d'arrivées, puisque l'ensemble d'arrivées pour petit f, c'est grand F, et l'ensemble d'arrivées pour F rond G, c'est grand F. Bon, déjà, heureusement qu'on barbote, sinon on ne pourrait pas comparer ces deux ensembles. Donc, on est dans grand F. Je veux montrer l'inclusion entre deux ensembles de façon générale. Pour montrer l'inclusion entre deux ensembles, on prend un élément dans le premier et on arrive à prouver qu'il est dans le deuxième. Donc, on considère un élément dans l'image de F rond G. Je l'appelle V parce que c'est une image, donc j'aime bien les appeler V plutôt les images, et puis U leurs antécédents. Donc, V, il se trouve dans l'ensemble grand F et plus particulièrement dans F rond G. Si je traduis, ça veut dire que ce V s'écrit comme l'image d'un certain vecteur U par F rond G. C'est exactement la traduction. Et ce vecteur U, il est où? Il est dans l'ensemble de départ.
dans l'ensemble de départ de f rond g. Donc, il est là. Ah, je l'ai mis en couleur. On voit bien que il est dans l'ensemble de départ G. Bon, ça c'est bien. Maintenant, ce que je peux en déduire, c'est que f rond G de U, c'est f de G de U. Donc le vecteur V, je l'écris f de G de U. Et le G de U, il est où lui? Alors, en partant de U qui était dans le bleu, avec G, j'arrive dans E qui est dans le vert. Et donc, ce vecteur V, je l'écris f de quelque chose étant dans E. Si je regarde que cette partie-là, du vert rouge, donc mon vecteur V qui était dans le rouge, il s'écrit f d'un élément de E. Il s'écrit f de G de U, mais ça je m'en fiche, f de quoi. En tout cas, il s'écrit f d'un élément de E. Donc, il est bien dans l'image de f. Si je prends un élément dans l'image de f rond G, je constate qu'il est aussi dans l'image de f. On a bien une inclusion. C'est la démonstration de l'inclusion de deux ensembles. Donc, je vous mettrai cette diapo tout à l'heure aussi. Et la diapo précédente aussi, mais corrigée. Bien. Alors, tout ça pour arriver, donc on a vu noyau, image, et je veux parler maintenant de la notion. Alors, la notion de rang, c'est qu'une question de dimension. Le rang, on a déjà vu ça, on a vu le rang d'une famille de vecteurs. Et on a vu que c'était la... Alors, si vous vous souvenez plus trop, je vous rappelle, c'était le travail qu'on avait fait dans le quiz. Donc, vous pouvez revoir votre copie du quiz, et puis on a pu travailler là-dessus dans le cours sur les espaces vectoriels. Plusieurs définitions, il y a plusieurs rangs en fait. Il y a déjà le rang d'une application linéaire. Donc on va définir pour une application F, son rang, on va dire c'est la dimension de l'image. On se doutait bien qu'il y avait une histoire de dimension là-dedans. Et on va voir si c'est vraiment lié au rang d'une famille de vecteurs. Pourquoi? Parce que si vous prenez une base de l'ensemble de départ, on a dit tout à l'heure que l'image, imf, c'est vect des f de f1, f2. Et donc, la dimension de l'image, c'est la dimension du vect. Et la dimension du vect, c'est le rang. Donc ça, cette définition-là, on l'avait vu dans le cours sur les oriels. Et elle est importante. Alors, oui, c'est des notations qui sont un petit peu compliquées. Il faut arriver à jongler entre les notions. En fait, quand je dis dimension, je parle de la dimension d'un ensemble. Quand je dis rang, je parle du rang de la famille. Mais le lien entre les deux, il est clair, c'est que le rang de la famille, c'est la dimension de l'ensemble qui est engendré par cette famille. Donc, pour mon application linéaire, j'ai le rang de l'application, la dimension de imf, et imf, comme c'est le vect, c'est le rang des vecteurs. Donc, trouver le rang d'une application linéaire, c'est trouver le rang des images des vecteurs de base. Alors, on avait dit, et on retrouve là, on avait donné des petites propriétés qui permettaient de bloquer le rang quand on avait une famille de vecteurs. On le retrouve pour l'application linéaire. Déjà, le rang de f, c'est plus petit que n. C'est normal, c'est la dimension de l'image, et l'image, elle est dans Kn. Donc, forcément, la dimension, c'est plus petit que n. Et en même temps, le rang, il est plus petit que p. Le rang, il est plus petit que p, puisque c'est le rang de p vecteurs, et donc, ces p vecteurs ne peuvent pas engendrer un ensemble de dimensions plus grandes que p. Donc, le rang de f, c'est plus petit que p. Quand on a une application de kp dans Kn, le rang, il est bloqué à la fois par la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée. Voilà ce que signifie cette remarque. Donc ça, c'est pour une application linéaire. On va faire des exemples, mais avant de faire les exemples, on va essayer de voir toutes les notions de rang qu'on peut rencontrer. Par exemple, le rang d'une matrice. Ah ben, il m'en manque un bout. J'ai pas, vous voyez, il manque la taille de la matrice. C'est une matrice A et dans des dimensions NP. Elle a N lignes et P colonnes, puisque je l'ai associée à l'application F qui va de KP dans KN. Donc, il faudra que je bouche un petit peu le trou ici. Vous le ferez. Bien, je prends une matrice et je prends l'application linéaire associée. C'est le plus fréquemment, je vais prendre l'as canonique. Mais si c'est pas les as canoniques, quand même. Là, le rang de A,
là c'est le rang de l'application linéaire associée. Donc jusque-là, c'est vraiment pas compliqué. Pour définir le rang d'une matrice, on dit que c'est le rang de l'application linéaire. Et le rang de l'application linéaire, je remonte au-dessus, c'est la dimension de l'image. Alors, le plus souvent, on va travailler dans les bases canoniques. Mais en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ça dépend pas de la base canonique, dans laquelle j'écris la matrice. Puisque la définition, je vous la donne dans n'importe quelle base. Alors, quand je prends les bases canoniques, je vous rappelle que la matrice, ces colonnes, sont formées des images, des vecteurs de base. Donc, la colonne C1, j'ai appelé C1, la colonne C1, c'est F de E1. C'est F de E1, c'est ce vecteur-là, et ce vecteur-là, comme j'ai tout pris dans la base canonique, les coordonnées en colonne, c'est le vecteur lui-même, en ligne, pas de souci. La quatrième colonne, elle représente le vecteur F de EK, et l'écriture des coordonnées, c'est l'écriture du vecteur. Et puis pareil pour la dernière colonne C indice P. C'est le vecteur F de EP. Donc quand on dit le rang de A, on a dit que c'était le rang de la famille de vecteurs, ici, c'est-à-dire ce que j'ai appelé C1, CK, CP, donc c'est le rang des vecteurs colonnes. Donc j'ai mes vecteurs colonnes ici, les vecteurs, je les ai écrits en colonne, voilà ce que ça signifie. Et on fait quoi? Ben, on échelonne, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a cherché l'image, et on a même cherché la dimension de l'image. Donc quand on a pris modulo mes erreurs de calcul, donc je suis obligée de reprendre le truc faux, ça, j'ai un petit peu honte. C'était ça. C'est pas celui-ci, je voulais ouvrir. Je vais ouvrir celui qu'on vient de voir ici. Voilà. Donc, on est parti de la matrice. On a échelonné pour trouver la dimension de l'image. Et à la fin, quand on a trouvé la dimension de l'image, en fait, c'est à la fin de l'échelon, en enlevant les colonnes nulles. Donc, on échelonne, on compte combien on a de colonnes, ça nous donne la dimension de l'image. Et la dimension de l'image, c'est ce que je viens d'appeler le rang. Donc, là, je vais simplement généraliser ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, quand on généralise, c'est plus lourd puisque les notations sont beaucoup plus lourdes. Mais pour trouver le rang de A, c'est-à-dire le rang de F, c'est-à-dire la dimension de l'image, je prends les colonnes, j'échelonne pour trouver une famille libre. Enfin, à la fin, je compte combien j'ai de colonnes, c'est la dimension de mon espace, c'est donc le nombre de colonnes non nulles à la fin de l'échelonnement. Donc ça, c'est le calcul pratique. C'est comment on va déterminer le rang d'une matrice ou d'une application linéaire. C'est important parce que l'année prochaine, vous allez beaucoup travailler, rechercher des rangs de matrices. C'est quelque chose de très important en deuxième année. Alors, une petite propriété qu'on va complètement, c'est que le rang de la matrice A, c'est pareil que le rang de sa transposée. Alors, on se demande bien pourquoi le rang des colonnes. Ça, en fait, pour nous, c'est vraiment compliqué à démontrer et ça perd un petit peu de signification parce que les colonnes, on voit bien ce qu'elles représentent. Les colonnes, elles représentent les vecteurs, les images des vecteurs de base. Et si on transpose, si je transpose, ça veut dire que je remplace j'échange les lignes et vous vous souvenez ce que c'est que la transposée. Donc, ce serait la matrice A11, A1K, A1P. Voilà ce que ça signifie. J'ai écrit. La matrice A. Donc, vous avez la matrice A avec ses colonnes et puis j'ai appelé lignes, les lignes de la matrice. Quand on écrit la matrice transposée, ça veut dire que j'échange les lignes et les colonnes, c'est les lignes que j'écris verticalement. Donc, quand j'écris mes lignes verticalement, donc la première, elle est ici, je la retrouve, A1 jusqu'à A1P, et puis la dernière, AN1, ANP, elle est ici. On voit bien qu'on écrit en ligne, écrit en colonne, ce qui était écrit en ligne ici. Et forcément, réciproquement, mes colonnes qui étaient là verticales, elles apparaissent horizontales. C'est tout, c'est pas grave. On admet que ces deux matrices-là, même, ça veut dire que quand on calcule
le rang de la matrice TA, le rang de la transposée, ben, je vais prendre les colonnes et ces colonnes qui s'appellent L1, Ln, je vais les échelonner et quand j'aurai fini de les échelonner, je vais compter combien il m'en reste de colonnes non nulles. Mais elles s'appellent L maintenant, mes colonnes. Donc, quand je prends le rang de la transposée, c'est en fait prendre toutes les lignes de la matrice A, chercher à les échelonner et combien il nous en reste à la fin. Ça, c'est un truc qu'on a déjà fait. Mais dans les systèmes, on prenait les lignes du système et on échelonnait. Donc, la technique d'échelonnement, on la connaît. Et justement, on va parler des systèmes. Vous voyez, tout est lié. Donc, c'est pas très compliqué cette notion de rang à la fin. Ce qui est compliqué, c'est le fait que tout se soit emboîté. On avait plein de pièces d'un puzzle et tout, on espère. Il ne faut pas y aller en force. Hein. Alors, troisième définition, le rang d'un système. Je prends un système de n équations à p inconnues, x1, x2, un système. Et les coefficients du système, je les mets dans une matrice. Ça me fait une matrice à n lignes et p colonnes. Donc, on a déjà parlé de la matrice d'un système. Et en fait, le rang du système, par définition, c'est le rang de A. Alors, moi, je vous avais donné une autre définition du rang d'un système. En fait, les deux définitions se recollent. C'est la même chose, c'est un autre point de vue. Si je vous dis maintenant, ouais, finalement, on va prendre cette définition-là, le rang du système, c'est le rang de la matrice, il faut que ça corresponde à ce que je vous avais dit en début. Et le rang de la matrice, on a dit que c'était le rang de la transposée. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre toutes les lignes qui sont là et les échelonner. Et à la fin, on doit compter combien il me reste de lignes non nulles à la fin de l'échelonnement, sans compter les conditions de compatibilité. Le rang de S, on avait dit que c'était le nombre d'équations à la fin de l'échelonnement. Et aujourd'hui, je vous dis que le rang de S, le rang de A, c'est le nombre de lignes à la fin de l'échelonnement. Donc, c'est bien, ça colle, quoi. C'est bien la même chose. C'est-à-dire que si on le définit par les matrices, on retrouve la définition qu'on avait vue en début d'année par les systèmes. Mais je ne pouvais pas vous dire au mois d'octobre, quand on a fait les systèmes, c'était le rang de la matrice. On n'avait pas vu les matrices. Voilà, donc ça, c'est toutes ces notions de rang et qui sont liées. C'est toujours la même chose dans les calculs qu'on fait. Alors, méthode pratique. Méthode pratique, je vais vous donner deux exemples. En fait, un exemple. Et on va voir, soit on calcule le rang en travaillant sur les colonnes, puisqu'on a dit que le rang, c'était le rang des colonnes, soit on calcule le rang en travaillant sur les lignes. Mais de façon générale, pour trouver le rang d'une application linéaire, on prend la matrice. Le plus souvent, c'est la base canonique. Donc, on prend la matrice et sur cette matrice, on va chercher le rang de A, donc le rang de F, que j'ai appelé petit r. Alors, méthode, soit je travaille sur les colonnes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à la fin, j'obtiens une base de maths. Je compte combien il y a de vecteurs dedans. La dimension, ça me donne le rang. Ou alors, j'échelonne sur les lignes. Je vais obtenir comme ça le rang de la transposée, qu'on a dit que c'était le même. Et quand je compte combien j'ai de lignes non nulles, ça me donne le rang. Et l'avantage, c'est que cette méthode, on va voir comment, elle nous permet d'obtenir une base du noyau. Donc, les deux méthodes nous permettent de travailler soit sur l'image, soit sur le noyau, en fonction de ce qu'on cherche. Alors, c'est parti pour cette matrice, on va chercher son rang. On peut voir, de toute façon, comme on est dans, elle part de R4, j'ai 4 vecteurs. Le rang est plus petit que 4. Et comme à l'arrivée, j'ai 3 lignes, le rang est plus petit que 3. On a dit que le rang était plus bloqué par les deux. Donc, le rang est forcément inférieur ou égal à 3. C'est déjà ça. J'avais fait des diapos. Alors, le rang en colonne. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, je croise les doigts. Je considère l'application qui est canoniquement associée à A. Donc là, on travaille dans les bases canoniques. J'écris en colonne mes images de vecteurs. Le rang de F, c'est le rang de A, c'est la dimension de l'image, donc c'est la dimension du vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et pour simplifier, je les ai appelés ABCD. Ou si vous voulez, c'est les colonnes, hein, c'est C1, C2, C3, C4. Mais je préfère avoir des notations où il n'y a pas trop d'indices. J'échelonne mes colonnes. Donc, je bloque le vecteur A, je modifie B, C et D. De quelle façon?
en disant que B1, c'est B-A. C'est là, j'espère que je peux le faire. C1, c'est C plus A, et D, j'y touche pas. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me surveillent, donc c'est ça qui est bien. Je fais mes petits calculs. J'ai obtenu ça, peut-être. Donc, B moins A, ça fait 1, 1, c'est bon. C plus A, ça fait 1, 0. Et D tout seul, j'ai recopié. Maintenant, je continue à échelonner. Donc ici, je prends mon pivot et je vais vous mettre des zéros à côté. Sur le principe, je pense que c'est bon là. Donc A1, B1, je les recopie. C1, je fais une différence et ça fera C2. Et puis le vecteur D, j'ajoute. J'ai obtenu ça si je me trompe pas. Je recopie A, je recopie B. Le vecteur C, j'ai donc 0, moins 1, ça c'est bon. Le vecteur D, en ajoutant 0, 2. Ça marche. Et je continue à échelonner. J'aime ça, je m'arrête pas. Donc, je prends ça comme pivot. Je garde A, B et C. Je les modifie pas. Et à la place de D, je fais D plus 2C. Donc, je recopie les 3 premières colonnes. Et la dernière colonne, il n'y a plus que des zéros. Arrivé là, c'est quoi le rang? Eh ben, le rang, c'est facile. Ici, je regarde, j'ai combien de colonnes non nulles? J'en ai 3. Donc, je pourrais m'arrêter là et dire directement le rang, c'est 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un petit blabla. J'ai dit que j'avais appelé A', la matrice qui était là, que les calculs qu'on a fait me disent que le rang de A et le rang de A', c'est le même, et que dans A', j'ai 3 colonnes échelonnées, donc le rang, c'est 3. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, je vous ai promis que ça donnait l'image. Je vous ai promis que ça donnait l'image. Et ici, alors, je vais la retrouver. Alors, l'image, je vais la trouver comment? En disant que l'image, c'est vec de A3, B3, C3. Donc, A3, B3, C3, c'est une famille libre parce qu'elle est échelonnée et elle est génératrice de IF. Donc, je peux conclure que c'est une base de I. Et je peux aller plus loin parce que on peut remarquer que comme la dimension de l'image, c'est 3, ça se bien chercher, l'image est un sous-espace de R3, donc c'est R3 tout entier. Bien, mais la notion de calcul de rang, j'aurais pu m'arrêter là. Hein. Le rang, j'aurais pu m'arrêter ici. Je regarde, le rang C3, c'est terminé. Mais je vous ai dit que la méthode, elle permettait d'aller plus loin que le rang. Elle permet de trouver une base de l'image. Donc, première méthode, on échelonne sur les colonnes. On obtient non seulement le rang, mais on obtient carrément une base de l'image. Il y a toujours du 2 en 1 là sur. Je remets ça, si jamais il y a toujours quelqu'un qui n'a pas copié. Donc, voilà comment on a du 2 en 1, à la fois le rang et une base de l'image. Autre méthode, donc, l'autre méthode proposée, c'est de travailler sur les lignes. Travailler sur les lignes, ça veut dire en fait, rang, c'est chercher en fait le rang de la transposée. Simplement, j'écris pas la transposée, elle est là la transposée. Je vois bien qu'il suffit que je travaille sur les lignes. Donc, je dis que je reprends la matrice canoniquement associée, que le rang de A, c'est le rang de la transposée, c'est-à-dire c'est le rang de mes lignes. Alors, L1, L2, L3, ça ne représente rien par rapport à F. C'est ça la difficulté, c'est beaucoup plus abstrait, puisque c'est plus les images des vecteurs de base. C'est rien du tout. Donc, essayez pas d'écrire que c'est quelque chose, puisque c'est rien. On va voir après ce que ça peut être. Alors, en revanche, le travail d'échelonnement, qui est un travail purement calculatoire. J'ai un 1 ici, c'est mon pivot, je vais mettre des zéros en dessous. Et je vais obtenir une matrice qui a le même rang, puisque en échelonnant les lignes, je ne change pas le rang. En termes de notation, je dis que le rang de A, c'est le rang de la matrice que j'obtiens en faisant ces opérations-là. Je garde L1, je garde L2 à cause du 0, et je fais L3 plus L1. Donc, je garde L1, je garde L2, et j'ajoute, ça fait un 1, ça fait un 0, ça fait un 1.
Donc, l'opération qui est faite, elle n'a pas changé le rang. Maintenant, je vais continuer mon échelonnement en prenant ça comme pivot. Il faut que je mette un 0 ici. Donc, je garde L1 et L2. Et la ligne L3, je la remplace par L3 moins L2. J'utilise la ligne dans laquelle il y a le pivot. Ça, c'est classique. J'espère que l'échelonnement, c'est purement calculatoire, ça passe. Je recopie les deux lignes et je fais une soustraction. J'ai 1 moins 1, ça fait bien 2. Je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc, voilà le rang que j'obtiens. Et ici, maintenant, je regarde combien j'ai de lignes à la fin de l'échelonnement. Ben, j'en ai 3. Il n'y a pas de ligne à enlever. Il n'y a pas de ligne qui contient que des zéros. Donc, le rang de A, c'est 3 parce que c'est le nombre de lignes à la fin de l'échelonnement. Et ça me rappelle ce qu'on a fait sur les systèmes. Là, c'est bon. Deuxième méthode, on échelonne. C'est bon, le rang, on l'a trouvé. On pourrait dire, je m'arrête là. Mais cette méthode, elle a l'avantage d'obtenir une base du noyau. Donc, elle est plus abstraite, je trouve, parce qu'on travaille sur les lignes et les opérations qu'on fait, c'est pas des opérations sur les vecteurs. Ça veut dire que les colonnes que j'ai ici, c'est plus du tout les images de vecteurs. Parce que j'ai travaillé sur leurs coordonnées, c'est bien n'importe quoi. Donc, faut oublier cette notion. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la notion de noyau. Parce que quand on veut trouver le noyau de f, on prend un vecteur du noyau et on écrit, ça signifie que f de x, y, z, t est égal à 0. Alors, un vecteur du noyau, comme on partait de R4, un vecteur du noyau, c'est un vecteur de R4, x, y, z, t. C'est pour ça que j'ai pris 4 inconnus. Et en revanche, comme l'ensemble d'arrivée, c'est R3, quand je dis que l'image est égale à 0, c'est le 0 de R3. J'ai 3 composantes. Quand on écrit ça, je vous rappelle que ça s'écrit sous la forme d'un système. Comment on obtient le système? Pour réécrire f de x, y, z, t sous forme analytique. Donc ça, c'est pas compliqué. Pour faire ça, j'ai fait un peu de place ici. J'ai mis en colonne la colonne x, y, z, t. J'ai fait le produit. Donc, en première composante, j'ai obtenu x plus y moins z. Et merde, pardon. Pourquoi il y a un t qui traîne? Bon. Oh, ben, il n'y a pas de t, en fait. Il faudra que je le rectifie aussi. Hein. Ça vous fera refaire les exercices comme ça. Vous referez et puis vous vérifierez que vous trompez. Bien. Mais je crois qu'à la fin, ça ne doit pas trop changer parce que finalement, là, j'ai dit qu'il y avait un t, mais il n'y en a pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de là, pour trouver le noyau, normalement, on est censé échelonner. Alors, échelonner, j'ai pas besoin de refaire tout parce que je l'ai déjà fait. L'échelonnement, il est déjà fait. C'est l'échelonnement qu'on a fait là sur les lignes. Donc, à la fin, on obtient, alors j'ai laissé traîner ce t ici, je suis pas bête, hein, il sert à rien. C'est 0 normalement. Je sais pas très bien recopier les choses. Hein, normalement, à la fin de l'échelonnement, on prend le système qui est là et c'est x, y, z, t. Si j'ai pas changé les... Arrivé là, je constate qu'on a un système qui a 4 inconnus et que 3 équations. Donc, on a des inconnus auxiliaires. J'ai pris t comme inconnu auxiliaire, mais c'est là que c'est faux. Je me suis trompée, là. Il y a ce t qui traîne depuis tout à l'heure. Bref, on l'écrit avec t en inconnu auxiliaire. Ce qui fait que le noyau, ben, ce sont les vecteurs qui s'écrivent. Donc, c'est pas 2t, c'est autre chose. Quelque chose, moins t, 2t et t. On l'écrit sous la forme d'un vecteur. Le vecteur U ici, ben, c'est une famille génératrice de noyaux, c'est écrit. Elle est libre, c'est un vecteur non nul. Et j'ai donc le noyau qui est un sous-espace vectoriel de R4. Et on a une base du noyau. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de cette méthode, j'ai effacé, mais je vais vous redonner une diapo correcte. Vous embêtez pas à copier des bêtises. Donc, ces deux méthodes, soit sur les colonnes, soit sur les lignes, donc on vous refait plus l'année prochaine, ça permet d'obtenir le rang et au choix, soit une base de l'image, soit une base du noyau. On va conclure, il n'y a pas grand-chose à faire à la fin, par le théorème du rang. C'est simplement un bilan de tout ce qu'on vient de dire dans ce paragraphe. On part
de KP, on va dans KN. On prend l'application linéaire, une application linéaire. Je prends la matrice qui est canoniquement associée, pour faire simple, et le système homogène associé à la matrice. Ça veut dire, c'est ce système-là. Donc, j'écris la matrice A sous cette forme, et le système homogène associé, c'est ça. Mais en fait, quand j'écris ça, c'est que j'écris f de x1, xp égale 0, 0. Je cherche donc les éléments du noyau. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le noyau, c'est l'ensemble des solutions du système. Une fois qu'on a posé tout ça. Donc ça, c'est un peu récapituler tout ce qu'on a fait. Parce que on l'a vu, ça, on prenait la matrice, et quand on cherchait le noyau, on se ramenait à un système. Et le système, donc, associé à la matrice, on a dit que le rang du système, le rang de la matrice, c'était la même chose. Et que c'était aussi le rang de F. Et que c'était aussi le rang de la transposée. Et que, par définition, c'était la dimension de l'image. Voilà, donc ça, c'est vraiment le bilan de tout ce qu'on vient de dire. Et puis maintenant, je vais revenir à des notions plus calculatoires. Le rang, le R, là, qu'on cherche. C'est aussi, on l'a dit, le nombre d'équations qu'on obtient à la fin de l'échelonnement du système. Et P, c'est le nombre d'inconnus. P, c'est la dimension de l'ensemble. Donc, on avait fait ça, on a vu ça quand on a fait les systèmes. On sait que le nombre d'équations à la fin de l'échelonnement et le nombre d'inconnus, si je prends le nombre d'inconnus, que j'enlève le nombre d'équations, ça me donne toujours le nombre d'inconnus auxiliaires. Ça, normalement, c'est compris. Hein, on a 4 inconnus, il nous reste 3 équations, ça veut dire qu'on a une inconnue auxiliaire. Donc, le nombre d'inconnus, j'enlève le nombre d'équations, ça me donne le nombre d'inconnus auxiliaires. Et on l'a fait souvent, ça, je vous disais, c'était une question, ça nous donnait quand même une indication sur ce qu'on devait obtenir. Le nombre d'inconnus auxiliaires, ça donne le nombre de vecteurs qu'on obtient dans le vecteur à la fin. Et le vecteur, c'est quoi? C'est le noyau. Puisqu'on a dit que le vecteur, c'est les solutions du système. Et là, le noyau, c'est les solutions. Donc, le nombre de vecteurs que j'obtiens dans le vecteur, qui sont libres. Parce que c'est moi qui les ai trouvés. C'est pas donné par l'énoncé. Donc, le nombre d'inconnus auxiliaires, c'est le nombre de vecteurs dans la base, c'est donc la dimension du noyau. Donc, ce qu'on est en train d'écrire, c'est que P, le nombre d'inconnus, moins le rang, ça nous donne la dimension du noyau. Et ça, c'est ce qu'on faisait déjà quand on faisait un système pour trouver des vecteurs. On voulait trouver une base de l'ensemble tel que on se lançait dans la résolution et on voyait bien que le nombre d'inconnus auxiliaires à la fin de la résolution, c'était la dimension de V, de P, de truc de L. Donc ici, c'est la dimension du noyau. Ce qui veut dire que si je passe quoi de l'autre côté? Si je passe le R de l'autre côté, j'isole le P, j'obtiens que ce P, c'est donc la dimension du noyau plus R, c'est-à-dire plus le rang. Mais cette propriété-là, qui est pas démontrée là, hein, c'est purement calculatoire. Je m'appuie sur les résultats qu'on a constatés finalement au fur et à mesure des calculs. Mais c'est un théorème qui se démontre, que vous démontrerez l'année prochaine. C'est pas très bien écrit, là, mon cas il est pas beau, mais bon. C'est ce qu'on appelle le théorème du rang. Le rang plus la dimension du noyau, c'est la dimension de l'ensemble de départ, E. Donc ça n'a pas à voir avec le F, hein, c'est vraiment sur l'ensemble de départ. Et attention, les deux ensembles ici sont pas au même endroit. Lui, c'est un sous-espace de E, mais lui, c'est un sous-espace de F. Mais en tout cas, quand vous connaissez la dimension du noyau, la dimension de l'image, ça vous redonne forcément la dimension de l'ensemble. Ça peut servir pour des vérifications. Ça peut servir aussi quand on a trouvé une famille génératrice de l'image et on se dit ah oui, mais alors sur donc il suffit de compter et par compter le nombre de vecteurs et on sait si c'est une base. Et bien voilà. Donc voilà pour cette partie du cours. Le cours n'est pas terminé. Il nous reste une partie qu'on fera lundi. C'est sur les applications linéaires bijectives. On a travaillé sur injectif, surjectif. On conclura donc sur bijectif. Entre-temps, donc je vais vous renvoyer des vidéos, des diapos
corriger. Et je vais vous envoyer des petits exercices que vous travaillez pour demain. Il y en a 3 qui sont faciles et un qui est difficile. Ils sont rangés dans l'ordre. Vous allez les repérer normalement. Donc, les 3 premiers sont faciles. C'est vraiment des applications. Normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et on les corrige demain. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous corrige les diapos. Je suis désolée pour toutes les erreurs. Je vous envoie des diapos corrigés et ensuite, ben, je vous envoie les exercices. Et vous travaillez ça cet après-midi, ce soir. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, on les corrige demain. Voilà, j'espère que ça va.